vous-même de votre côté. Et donc là, on va un peu débriefer ce qu'on a pensé de Dune 2. Enfin, Dune 2, non, de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, Je n'est-ce pas? refais du coup l'introduction de. Tu penses que on nous a pas entendu avant la bande-annonce? Bah, je pense qu'on nous a pas du coup entendu avant la Du bande-annonce, donc tout. tu peux refaire ton introduction si tu veux. Parce que bon, donc effectivement, on aimerait parler de la deuxième partie de Dune. Et donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un roman, Dune au départ, un roman de science-fiction de l'américain Frank Herbert, qui a été publié en 65. Et il y a eu combien de tomes? Redis-moi Alors, il y ça, a Julie. 6 tomes qui concernent Dune. Il y a Dune, le Messie de Dune, les enfants de Dune, l'empereur Dieu de Dune, les hérétiques de Dune et la maison des mers. Ça, ce sont les 6 premiers tomes pour le premier cycle. Et c'est vrai que le fils de Herbert a fait un avant Dune, un après Dune. Il a conclu le 7e tome qu'aurait dû faire son père aussi à partir des notes. Du coup, en France, les 6 premiers tomes sont sortis sous la forme de 7 livres, puisque le premier tome avait été divisé en Dune étoile et Dune 2 étoiles. Mais c'est bien un seul et même livre qui normalement devait se lire d'un seul bloc, mais c'était pour des questions de marketing. On considérait que c'était plus facile en réalité de vendre enfin 2 livres plutôt qu'un seul gros pavé à l'époque. Voilà, enfin, ce genre de questionnement purement économique qui n'avait pas de sens artistique. Voilà, donc 6 tomes pour le cycle principal, sachant que Herbert a écrit d'autres choses avant, notamment Et l'homme créa Dieu, qui sont des choses qui se placent dans un univers qui ressemble au grand univers de Dune, mais qui n'est pas à proprement parler centré autour de la planète Arrakis en langue de l'univers, ou Dune pour les natifs de la planète. Et donc si on peut rappeler un peu le pitch de Dune, donc du coup je me répète, l'histoire donc se déroule dans un empire interstellaire féodal où plusieurs maisons s'affrontent pour le contrôle de la planète Arrakis, qui est également baptisée Dune par ses habitants, les Fremen, où on y trouve donc une épice qui est extrêmement convoitée. Tout à fait. Voilà, Et pourquoi cette épice est convoitée? Parce qu'en fait, elle permet d'avoir la préscience qui permet en fait de faire les voyages interstellaires à la guilde des pilotes. c'est ça, tout à fait. Et bien, donc ce que je pense aussi, c'est que pour voir cette deuxième partie, je pense que c'est mieux de voir aussi la première d'abord, pour bien comprendre, les enjeux et tout ce qui a pu se passer. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la première partie, n'allez pas voir la deuxième. Enfin moi personnellement, je pense que c'est mieux de voir quand même la première partie avant. Voilà la première Et donc partie pose beaucoup le décor et toutes les attentes et les intrigues. Après, je pense que ça peut se voir, mais on va perdre des subtilités. ah oui, complètement. Ah oui, mais oui, oui. Surtout que la deuxième partie, elle commence vraiment, mais juste après la fin de la première partie. C'est que ça s'enchaîne. On aurait pu voir, enfin, les deux films s'enchaînent Et en même temps, au les deux niveau films chronologique. ne sont qu'un seul et même film en réalité. Ah, mais oui, oui, c'est vraiment l'action, c'est l'action d'après le début de la deuxième partie, l'action de la fin de la première partie. Et donc on retrouve Paul Atreides et sa mère Jessica qui donc rejoignent les Fremen, donc ce peuple de Dune, de Arrakis, la planète Arrakis. Et donc ils vont lutter contre les colons, dont leur préoccupation est donc l'exploitation de cette fameuse épice.
et en fait, donc Villeneuve, vraiment à travers l'œuvre de Herbert, va dénoncer en fait cette société qui est guidée par des puissants qui sont capables d'imposer des croyances. Ça va être important, ces croyances. C'est Et ultra raccourci là quand même, hein. oui, je raccour oui, oui, c'est bien plus complexe que ça, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant dans l'œuvre de Herbert. Et c'est pour ça qu'il y a autant de tomes, parce que c'est toujours très complexe, la géopolitique, parce qu'on parle aussi beaucoup de géopolitique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va critiquer aussi comment on manipule aussi un peuple entier, notamment à travers la religion, à travers les croyances. Et du coup, Villeneuve, enfin, à travers l'œuvre de Herbert, met vraiment en garde contre le pouvoir de la religion et du fanatisme, ça qui est représenté par les Bene Gesserit. Non, Donc cette je suis organisation pas qui est d'accord, hein. composée. T'es pas d'accord? Non. Juste pour les Bene Gesserit qui représentent. Bene Gesserit, c'est Bene Gesserit en anglais, mais du coup, comme c'est d'inspiration latine, j'aime bien qu'on dise Bene Gesserit, tout à fait. Oui, ça t'es d'accord. Ouais. Bene Gesserit qui est donc une organisation religieuse, qui est semi-mystique, qui est composée que de femmes, et dont Jessica, donc la mère de Paul, en fait partie, et qui ont quand même qui ont une influence sur la politique, sur les enjeux des relations entre les peuples et les planètes. On a Space Les planètes, Tagine dans le chat qui nous dit que c'est les jésuites fémènes, Ah, les mais oui, Bene Gesserit. oui, 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 je pense aussi. Et, l'influence qu'elles ont. Et donc dans cette deuxième partie, il y a Jessica qui est un personnage qui, je trouve, est beaucoup plus puissant que dans la première partie. Euh, euh, Parce que dans la première partie, je l'ai trouvée vraiment très, très fragile, La première partie presque était pas bien peu. dirigée. Oui, ou peut-être les choix, enfin, je sais pas pourquoi ce choix-là, mais en tout cas, dans la deuxième partie, elle est beaucoup elle a un caractère plus fort, elle est plus puissante, et je trouve qu'elle correspond mieux au personnage du livre Du roman, ouais. et du roman. Et donc, elle est convaincue que son fils Paul est le Messie, et elle va Elle est pas convaincue qu'il est le Messie, elle est convaincue qu'il est le Kwisatz Haderach, celui qui va ramener l'équilibre et qui est plus que le Messie, celui qui va transcender l'univers. Pas la même chose. il va porter. Et elle va lui faire porter le rôle du Messie sur la planète Arrakis, Dune. Mhm. Et oui, Space Nine nous dit qu'elle a surtout un excellent business plan, ce qui est pas tout à fait faux quand même, hein. Et elle est convaincue parce qu'elle a travaillé aussi en sous-main en ourdissant des complots au sein de la propre société Bene Gesserit, qui elle ourdit des complots aussi à travers l'univers, qui lutte. Ça, on le voit pas dans le film de Villeneuve, mais le Bene Gesserit lutte face au Bene Tleilax, qui lutte aussi face à la guilde des Manta, qui lutte aussi face à la guilde des pilotes. Enfin, en fait, Oui, alors, ouais, mais tout ça, c'est pas abordé dans non, le film de Villeneuve. Il a quand même simplifié, parce que c'est extrêmement complexe dans le roman. D'ailleurs, il faut conseiller à tout le monde de lire les romans de Herbert, qui sont passionnants. Mais du coup, en film, Villeneuve, il a fait des choix. Il a tout à vraiment fait. simplifié. Il a raccourci. Et, Mais on et je sent trouve bien quand que même qu'il c'est y a pas des si mal. tensions avec d'autres sociétés secrètes qui sont à peine évoquées. On nous parle quand même du djihad butlérien qui met fin aux ordinateurs. Du coup, on voit les ordinateurs humains dans la première partie par l'intermédiaire de Tufir Awad, qui est un manta, qui normalement a un peu plus de place, et je ne sais pas comment il va pouvoir les réintégrer, parce que les mantas ont énormément de place au sein du cycle de Dune, et comme il a pour viser de faire les 6 tomes, il va falloir qu'à un moment il nous les réintègre. Donc il les a présentés. En fait, d'une première partie est quand même un film beaucoup de présentation de l'univers. Mhm. Là où en fait Dune en tant que tel de Herbert a effectivement une première partie qui est très présentation et une deuxième partie qui est un peu plus dans l'action, et Villeneuve s'est concentré sur la partie très action en simplifiant pas mal de choses pour aller à un essentiel, pour recadrer dans un
dans un comment dire, dans une approche plus contemporaine des enjeux géopolitiques qui pourraient être représentés dans son Dune à lui, là où en fait le Dune de Herbert se place beaucoup sur des enjeux de géopolitique, de la montée des extrémistes en Arabie Saoudite pour le contrôle du pétrole à la fin des années 50, et donc du coup le fait de faire Mm. monter des sectes des sectes Ah, euh, des sectes musulmanes en puissance parce que le territoire de ces sectes musulmanes recouvrait énormément de puits de pétrole, et donc du coup on a déstabilisé la région géopolitiquement afin de faire place à ça. Voilà. oui, mais avec quand même enfin, un meneur qui est un homme blanc. Paul représente quand même l'homme blanc qui arrive quand même et qui prend cette place. Enfin, qui prend cette place. Il veut Il pas la veut cette pas place au la départ. place, hein. Il veut pas effectivement. Longtemps, il tente quand même de résister et puis il veut peut-être plutôt se venger de la mort de son père. Il Et est effectivement, il est. Alors ça, c'est plutôt bien rendu chez Villeneuve, cette appétence pour la vengeance. alors qu'il a pas envie de prendre cette place de meneur comme le souhaite sa mère. Mais bon là, on va beaucoup spoiler, hein, par contre, on En peut, mais même, en même temps, c'est difficile de parler de Dune sans vraiment spoiler, surtout que ça a ouais. été écrit quand même il y a pas loin de 70 ans, hein. Mais donc pour dire, enfin, du coup, je spoil en disant bah, il va finir par prendre cette place, mais qui va arriver tardivement dans le film. Parce que aussi dans le roman, hein, ça prend aussi beaucoup de temps. Et, euh, mais ça, du coup, il représente Paul dans son arrivée chez les Fremen, il représente quand même l'homme blanc et Ça présente il l'étranger, va à ouais. l'étranger blanc, mais même si il est plutôt dans cette envie de s'adapter, de s'intégrer aux Fremen dans leurs us et coutumes, et il le fait bien, mais qui à la fin va quand même prendre la main et mener le groupe jusqu'à cette guerre sainte, quand Alors même. attention pour ceux qui nous regardent, là, il y a Space Tagine qui spoil énormément dans le chat. Il dit spoil encore plus, hein. Paul n'a jamais voulu du pouvoir ni du Golden Pass. Et il finit même en clochard craquette du désert. Alors ça, là on Euh, spoil carrément le Messie de Dune. On va se concentrer sur alors Dune oui, Dune. on s'arrête effectivement juste à la deuxième partie, enfin aux première et deuxième partie de Dune, le premier tome de Herbert. Oui, parce qu'effectivement, il y aurait beaucoup de choses encore à dire dans tout l'univers de Herbert, de Dune. Mais je reviens sur ta remarque sur l'aspect que Villeneuve a adapté l'œuvre, mais de façon contemporaine. Et je suis d'accord avec ça parce il est aussi dans comment il place aussi la femme dans son film. Je trouve Sa- qu'il... Sachant que oui, déjà l'œuvre de Herbert fait une grande place quand même aux femmes. Alors, tout en mettant en situation l'époque des années 60, mais Herbert était déjà plus visionnaire que la plupart des auteurs. Il mettait la femme déjà plus en avant dans les années 60 que la plupart des auteurs, hein, avec oui. des figures fortes. euh, Oui, c'est vrai, des figures fortes représentées par des femmes, effectivement. Villeneuve va encore plus loin, je trouve, où il fait vraiment l'égal de l'homme, la femme, même si on peut voir il y a des traditions, il y a des conventions, mais dans le film, les femmes et les hommes sont filmés de la même façon. Il fait le choix, la biologiste, enfin comment ça s'appelle, le plantologiste, hein, je crois, dans le roman. La biologiste, c'est une femme, c'est représenté par une femme. Et, On a Space Tagine dans le chat qui nous dit que Villeneuve n'a pas réussi dans la première partie sur le Golden Pass. En fait, dans le livre, Paul
lors de son premier shoot à l'épice, voit son avenir et se voit devenir clochard céleste. Là où, en fait, dans la première partie, Villeneuve nous montre juste une partie du djihad libérateur de Dune. Et effectivement, là, c'est peut-être un petit ratage de Villeneuve qui nous permet pas de comprendre pourquoi Paul se refuse tant à aller vers le Golden Pass. Il n'y a pas uniquement le côté guerre, c'est Mais que... la guerre, mais aussi les morts, hein, tous les morts. En fait, on ressent peut-être des choses qu'on ne voit pas forcément à l'image, mais on ressent que ça va être l'enfer, hein, que ça va Oui, être un choix à ne pas faire. Et il craint. Et je ne sais pas si c'est vraiment utile de voir en détail ce que lui va devenir, lui personnellement, mais il sent que c'est pas la bonne voie et que c'est une voie la pire, où il y aura le plus de morts. Et je trouve que c'est peut-être, c'est plus dans ce côté où il pense au peuple, hein, oui, où il c'est ça. pense, En fait, plus au peuple parce que avant lui. dans la manière que Herbert a de l'écrire, sa propre déchéance a un impact sur les décisions de Paul, en fait. Il n'y a pas que le côté altruiste de je veux pas emmener un peuple à la mort. Chez Herbert, il y a aussi Oui, tout ce côté-là où est-ce que je me place et qu'est-ce que je vais devenir, et enfin, j'ai pas forcément envie de cet avenir-là. oui, alors que Villeneuve, effectivement, est plus dans l'aspect, peut-être plus politique, hein, Altruiste. plus dans la place, d'un peuple, la libération d'un peuple, les luttes d'un peuple, hein. Mais peut-être qu'il reviendra, s'il continue, c'est bien parti, pour qu'il puisse continuer, mais peut-être qu'il abordera ce sujet plus tard d'une autre façon. Et il y a plein d'autres choses de toute façon qu'il a pas abordées dans ces deux films. Donc il a le temps de revenir dessus, plus tard. Alors, Et Spacetagine nous dit que Villeneuve a réussi le fait de montrer que Paul aime Jen Lunley, les Fremen, et veut les défendre. Est-ce que tu peux expliciter un peu le terme Jen Lunley, s'il te plaît, Spacetagine? Parce que là, j'ai un peu du mal à voir où tu veux en venir. Excuse-moi. C'est à toi. mais du coup, Il les aime vraiment et sincèrement. Ok, oui. Oui, oui, effectivement. Villeneuve a bien réussi cette monstration, quoi. Il est fasciné dans le bon sens. Ok. Il aime profondément le peuple Fremen, oui. mais et puis ça se voit à l'image, hein. On sent l'univers des Fremen qui, dans la lumière, c'est des lumières très chaudes, c'est, des plans larges, ils sont beaux, en fait. Il les filme, d'une façon il peut être, c'est vrai qu'il y a cette sensation d'être en admiration avec ce peuple qui s'est adapté dans ce désert heu, qui est difficile, hein, qui est dur à supporter. Contrairement à la famille Harkonnen qui elle représente une idéologie fasciste, hein, qui évolue dans un environnement froid, qui Oui, est alors binaire, les Atreides ne représentent pas forcément une idéologie pas fasciste non plus, hein. alors oui, dans la première, oui, heu, mais c'est dans Un un extrême centre. ouais, merci, parce que c'est aussi dans sa façon de filmer aussi les Atreides. Bon, il y a encore d'autres codes qui sont utilisés chez les Atreides, mais là, c'est dans la première partie. Oui, Heu, alors que là, dans la deuxième, vu que la famille Atréide est, décimée dans la première partie, du coup, il reste la famille Harkonnen qui, elle, veut prendre le pouvoir. tout à et fait. heu et c'est dans sa façon de filmer, dans ses choix, de plans et d'images, de travail de l'image, qui est intéressante, qui, très facilement, Si les quand on voit la spectacles de famille fin d'année Harkonnen, ressemblent on ressent le mal, on ressent, Chez les Harkonnen. le les Harkonnen, hein. Ouais, là, Les costumes, ouais. les visages, Alors parlons-en des costumes. Moi, et j'ai trouvé des costumes magnifiques. Par contre, il va falloir. Enfin, j'ai dû en tant que grand joueur de Magic the Gathering, je me suis retrouvé sur Phyrexia. Je sais pas si je peux vous montrer des images de Phyrexia pour que vous voyez un peu ce à quoi je fais référence, parce que il faut quand même replacer le contexte. Euh,
Voilà, alors je vais vous les mettre à l'écran. Phyrexia est un plan de l'univers de Magic the Gathering, un plan de souffrance, de haine pure et dure, de choses très difficiles, des gens vraiment pas cool sur Phyrexia, de gens qui vivent à la fois dans le pétrole et dans les machines. Et donc, voilà, et là, Il a- vra- Et tu as sûrement raison, il a vraiment dû s'inspirer parce que même le son utilisé, qui est créé par Hans Zimmer, qui est, quand on est dans l'univers de la famille Harkonnen, le son est très industriel. ah oui, oui, tout C'est, à fait. Et là, moi, je vous mets à l'image, par exemple, un praetor phyrexian, donc un prêtre. Les costumes, je sais pas si toi tu peux les voir de ton côté, mais les costumes avec ces espèces de grandes, des gens qui sont décharnés, qui peuvent être très blancs, qui n'ont pas de sourcils, qui ont des costumes qui aspirent à la fois des formes à la fois de flèches. On a presque l'impression de transformer les humains en flèches. C'est assez inspiré en fait. Là, je vous ai mis Elesh Nord, la mère des machines. Moi, j'ai vraiment l'impression de voir les espèces de gardiens autour de l'arène, même de l'arène, j'allais dire de l'arène phyrexiane, mais on n'est pas sur Phyrexia. Et je trouve que vraiment, il est allé s'inspirer de cet univers-là complètement. Enfin voilà, c'est à la fois biomécanique et avec un univers hyper malsain. mais c'est fort possible. C'est vrai que quand tu les vois, ils ont été transformés, les comédiens, pour ressembler à ces visages blancs, rasés. Euh, c'est, c'est- enfin, ils sont horribles. Les dents noires, hein, leurs gestuels, et puis Et la tout violence pure et dure l'environnement, tout le temps la sur leur planète, violence. hein. Complètement, et on le ressent dans les plans, tout est sombre, tout est serré, tout est oppressant, c'est irrespirable, c'est angoissant, et ça, il le travaille très bien à l'image, comme Hans Zimmer qui a pu travailler la bande son, qui est aussi incroyable, alors que du côté des Fremen, c'est tout l'inverse, hein. C'est lumineux, c'est blanc, il y a on sent une sorte de liberté, il y a vraiment Ah ouais. même dans le son, des sons beaucoup plus naturels. Je pense que là, je vous ai trouvé une image particulièrement parlante de ce qui peut être voilà la Phyrexia et je trouve, enfin tu me contrediras ou pas Space Station dans le chat, hein, mais je trouve que quand même Denis Villeneuve est vraiment venu s'inspirer de cet univers phyrexian. Je te partage sans toi ni loi une image, et tu vas me dire si oui ou non je me trompe dans cette approche, mais je crois pas me tromper beaucoup quand même, hein. Mais tu m'en avais déjà parlé, et oui, effectivement, en voyant rapidement, c'était très proche. Euh, c'est de le recevoir aussi en même temps. Oui, oui, oui. C'est quand même très très inspiré. Enfin, c'est vraiment bon, voilà. Pour la digression, Oui, et puis après les muscles qui sont bien dessinés. les euh, myographies, presque les corps en myographie, quoi. Et puis cette coiffe typique qu'il a repris mhm. sur tous les gardiens de Giedi Prime, quoi. Parce que enfin, vraiment. Et après, alors moi, en grand fan de cet univers de la sci-fi anémique, comme pourrait dire Space Tagine, j'ai presque science fantasy, hein. Moi, depuis quelque temps, j'ai plutôt tendance à penser que Dune fait plutôt de la science fantasy que de la science-fiction, mais c'est un autre débat. Et du coup, j'ai été particulièrement, comment dire, séduit par cette manière de produire en fait ce, ce- cet univers des Harkonnen et de toute la violence qu'il peut y avoir chez les Harkonnen. Voilà. Bon, Mm. on peut reprendre un peu. J'ai un peu digressé, désolé, mais on va reprendre Non, le. non, c'était effectivement, non, non, tu as bien fait de développer ce point-là. Et moi, ce que je trouvais aussi intéressant dans les personnages, c'est celui de Chani.
Chani Qui se développe un qui est peu plus chez Villeneuve que chez Herbert. que chez Herbert, tout à fait. Elle est beaucoup plus combative. Elle lutte. C'est celle qui reste le plus lucide et qui est non croyante, qui rentre pas dans ce fanatisme et qui rentre pas qui va lutter en fait, qui va lutter. Euh, Même si elle va se retrouver seule, mais elle est convaincue, elle a cette lucidité qu'on retrouve pas dans le roman. Et je trouve ça aussi très intéressant. Enfin, quand je parlais de l'égalité entre les hommes et les femmes sur comment Villeneuve les films, mais aussi comment il les développe, je trouve que Chani est beaucoup plus intéressante dans Villeneuve que dans Herbert. Mais ouais, je sais pas Si, ce si, que t'en penses. bah oui, parce qu'après, il y a quand même 60 ans de lutte féministe qui sont passés par là et qui aident à replacer des choses, quand même. Oui, mais il aurait pu faire le choix de Oui, vraiment mais après, on correspondre parle au de roman, Villeneuve. mais voilà. Et c'est ça. Ouais, Pour répondre à complètement. Space Tagine, lui, il dit la fantasy, c'est quand il y a le bien et le mal. La sci-fi, c'est quand c'est la même merde partout. Ce à quoi je te répondrais, Terry Pratchett disait que la science-fiction, ce n'est que de la fantasy avec des boulons et des lasers. Mais c'est intéressant cette question, enfin, de le bien et le mal, hein. Et je trouve que Villeneuve le retranscrit bien, c'est que on a cette sensation d'avoir le mal avec la famille Harkonnen et donc le bien avec les Fremen, d'avoir ce côté-là, mais avec la suite de l'histoire, enfin, c'est hyper intéressant de voir, mais est-ce que le bien est réellement le bien? Euh, et, Oui, parce euh, qu'on n'a pas et que le mal non plus chez les Harkonnen, on l'a aussi chez les Sardaukar. Et on l'a aussi chez Shaddam Padira, Shaddam Kad Padira. Enfin, il y a plein de. Et les Atreides sont pas très très blancs non plus, hein. Ils ont quand même une certaine Mhm. grille. Ils ont fait leur pognon, on sait pas trop comment. Ils se rachètent une conscience un peu sur le tard. Et Paul, lui, par contre, est plutôt distancié de ça. Ça reste quand même une maison avec sa propre milice, des mecs surentraînés, des maîtres d'armes qui étaient censés élever Paul, le grand-père qui était fan de tauromachie. Enfin voilà, c'est pas non plus tout classe quoi. Mais oui, oui, c'est ça c'est ce qui est intéressant. C'est pas tout noir ou tout blanc. Et sur comment finalement, enfin pour avoir la place enfin de comment il va dominer la situation, jusqu'où il va aller. Enfin, c'est hyper avec ses valeurs de départ, d'essayer de trouver la paix, de comment il va devoir prendre cette place pour se venger Oui, parce que de c'est quand son même la père. Et vengeance qui va l'animer principalement. bah, à la fin, en fait, Mais finalement, pas qu'à enfin, la oui, fin, si, pas qu'à c'est. la fin, tout du long, mais tu sens comme s'il faisait son deuil, Oui, mais mais qu'à alors la en fin, plus ça il va fait être. son deuil de son père et puis après il doit faire son deuil des attaques, il doit faire son deuil de du pillage du Sitch. Et c'est à partir du moment où en fait il a pris plein de violences d'être cher qu'il a perdu, qui va finir par se restreindre, par se résigner à aller devenir le Kwisatz Haderach, le Lisan Al-Gaïb. Et là, moi, par contre, je trouve que Villeneuve a raté quelque chose. Ce passage à l'eau de vie avec le Chayouloud, Ouais, la l'eau de création vie. de Alia dans le ventre de Jessica, là, tout ça, en fait, ça va beaucoup trop vite. C'est pas Ah assez ouais. détaillé, alors qu'on a pris beaucoup de temps pour développer l'histoire d'amour entre Paul et Shani, qui finalement est assez secondaire, même dans l'univers du cycle de Dune, parce que l'univers du cycle de Dune, ça s'étend quand même sur presque 1000 ou 1200 ans, hein. Donc Paul, on va Oui, pas le suivre si longtemps, hein. effectivement, il prend ce temps pour la relation entre Paul et Chani. Après, peut-être parce que c'est du cinéma, parce qu'il faut tenir le spectateur et spectatrice pendant presque 3 heures. Mais Alors il nous, y a on a quand aussi même vu tout. en marathon, hein, on s'est quand même mangé Oui, bon, 2h30 plus 2h, 3 quarts d'affilée.
Et ça, c'était une expérience hyper intéressante et qui permet, je pense, de comprendre la globalité de ce premier film, en fait. Oui, oui, c'est vrai que c'est intéressant de le voir d'affilée, effectivement, de la partie 1 et la partie 2. Par contre, il faut être capable Mais de se manger presque 6 heures de film, hein. et on a eu la chance de le voir au Grand Rex Oui, aussi. Bon, on est en train de faire une parenthèse, mais c'est vrai que les conditions de projection au Grand Rex, sont c'est juste incroyables. l'idéal. Mais que ce soit l'image ou le son. Le son. Enfin, les salles en France, enfin, pas celles où j'ai pu y aller, enfin, le son est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu expérimentes dans une salle où le son est bien réglé, comme le Grand Rex, mais ça change toute l'expérience cinématographique. Le son, le son est une vibration corporelle. Ça t'emporte, ça te prend. C'est pas du tout le son dégueulasse qu'on a dans nos salles de cinéma à Orléans, en tout cas, qui même au pire t'explose les oreilles en fait, qui Pas un subtil, son quoi. agressif. C'est pas du tout subtil, alors que dans la réalité, il y a un gros travail sonore qui est important, qui participe à tout. Et ça, c'est vraiment dommage de le voir dans des mauvaises conditions. Après, voilà, il faut avoir la possibilité d'aller à Paris, d'avoir une Seul place au petit Grand bémol, Rex. on était dans la salle grand large, on était donc sur la grande salle panoramique, on n'était pas dans la salle comme on a pu voir Oppenheimer en bas, sur l'écran pellicule, là, le petit écran, et les sièges sont un peu moins confort que dans le que dans la fosse orchestre, mais ça reste quand même globalement de très bonnes conditions d'accueil. Bravo le Grand Rex. Oui, oui, l'image et le son, il y a rien à redire. Euh, Revenons et donc à l'histoire alors, surdéveloppée de l'histoire oui, d'amour parce que surdéveloppée entre c'est vrai Shani qu'il et... il prend beaucoup de temps pour cette relation amoureuse, mais en même temps, c'est aussi comment il s'intègre au Fremen. Comment il arrive à s'intégrer. Ça prend beaucoup de temps. On sent que Villeneuve a envie de. Il se fait plaisir de voir l'évolution de Paul chez les Fremen. Et puis tu Enfin, vois pour la l'évolution aussi de balayer la en un mère, claquement de doigts avec le mariage de Paul avec la princesse fille de avec l'empereur Shaddam la IV, quoi. fille de l'empereur. Ouais. Oui, ah ouais, non, mais c'est Et, ça aussi qui. mais par contre, euh, c'est pareil, je trouve que c'est amené vraiment hyper trop vite. On n'a pas toute cette scène normalement où elle vient, où l'empereur en fait. Enfin, il y a des trucs qui sont un peu passés rapidement. Alors après, peut-être qu'il y aura un jour une director's cut où il y aura des choses un peu remontées parce que normalement, il est censé avoir toute une discussion entre la princesse et Paul qui fait que Paul comprend que politiquement, il doit aller se marier avec elle. Et ensuite, s'ensuit normalement des discussions avec Shani où là, en fait, Shani, elle fait juste la jalouse chez oui, mais elle est Villeneuve. d'accord, hein. Ah oui, non, voilà, chez Villeneuve, elle fait la jalouse, alors que dans le roman, elle est d'accord. Ouais, Mais parce qu'elle comprend. Enfin, elle comprend, mais elle oui, l'accepte il y a et elle y elle participe. l'accepte. Oui, Elle fait pas que juste le comprendre. Elle participe au jeu politique. Où là, chez oui, à Villeneuve, cette elle est mise sur stratégie. la touche. Et ça, je C'est trouve ça. que c'est pas. Enfin, c'est. Peut-être ça va devenir du coup un personnage peut-être plus intéressant pour Shani. Et alors peut-être que c'est un choix parce il n'a pas développé suffisamment la stratégie géopolitique, hein. Et du coup, peut-être qu'il n'aurait pas, si Shani n'aurait pas réagi comme ça, on n'aurait peut-être pas compris. Peut-être qu'on a envie aussi que Shani, euh, c'est pas que jalouse aussi, c'est elle déplore comment ça évolue, elle déplore la Elle place que déplore prend Paul. oui, l'extrémisme que prend son peuple. C'est ça, c'est tout ça en fait. Elle part pas que par jalousie, c'est la goutte d'eau, mais elle part pour tout ça, tout comment ça évolue et elle est pas du tout en accord avec la direction que prend l'histoire et c'est pour ça qu'elle part, hein, qu'elle fuit seule.
Ouais, alors après là, a priori en interview, nous dit Space Tagine, il a dit que Shani et la fille de l'empereur seraient les deux persos principaux du tome 2, hein, du troisième film, et le tome 2 quoi. Il a montré vite fait Shani dans le un pour mieux la montrer dans le 2, et il a fait pareil avec la fille de l'empereur dans le 2, il la montrera vite fait, et elle va être importante dans le premier. De toute façon, elle est plus importante dans le Messie de Dune, hein, la fille de l'empereur. Il se passe Ah beaucoup de oui. choses. Pareil, Mm. moi je trouve il a évacué le fait que normalement Jessica met au monde Alia et que c'est elle l'abomination, ça n'est pas Paul hein, l'abomination. Et ça c'est un point où moi j'ai pas trop apprécié cette divergence par rapport au roman. Quoi. Ce sera peut-être abordé dans les prochains films. Oui, oui, Qui, de toute façon, Alia est hyper importante aussi, hein, par le fait qu'elle est révérende mère avant sa naissance, quoi. Enfin, voilà. et, Enfin. et elle apparaît quand même dans la deuxième partie, dans Oui, les oui, on la rêves voit dans de des rêves de Paul. préscience, oui, tout à fait. Donc on sent qu'il va, voilà, il y a une suite qui peut être très attendue. Mais normalement, Et, c'est Talia qui tue son grand-père, le baron Harkonnen. Ça n'est pas Paul. c'est vrai que c'est un choix de Villeneuve. Bon, c'est une adaptation, Oui, hein. oui, oui, c'est une adaptation. Et peut-être je sais pas si c'est par simplicité ou par dans cette volonté de montrer autre chose, enfin peut-être de montrer comment Paul évolue et peut-être il va jusqu'au bout de sa vengeance en le tuant. Et c'était peut-être plus logique que de faire rentrer le personnage d'Alia dans cette deuxième partie. Ça aurait fait un film enfin, beaucoup plus long. Ça aurait été peut-être plus complexe de Mais rajouter normalement, Alia. c'est Alia qui révèle à Paul que le baron Harkonnen est leur grand-père. C'est pas. Enfin. Et du coup, l'explosion de colère de Paul est beaucoup plus compréhensible quand il comprend que c'est sa sœur, gamine, qui va lui révéler ça. Enfin, Mhm. ça devient un arc. Pareil, Fedrota qui aurait pu être aussi Kwisatz Haderach. Là, on a un affrontement de deux Kwisatz Haderach potentiels à la fin qui est plutôt beau, plutôt bien chorégraphié, rapide aussi, efficace, et qui, pour moi, a pris tout son sens en ayant vu le premier juste avant parce que il fait écho au premier combat de Paul dans le premier de manière dans la chorégraphie il fait écho au premier combat de Paul dans le premier La première dans la partie, première partie dans l'exercice, hein, sur sur l'exercice avec l'exercice son. avec Alec Gurney et le coup de la dague qui est sorti et en fait on a cette symétrie et Paul a appris de son maître d'armes. Voilà, enfin voilà, j'ai trouvé que et en plus on est vraiment dans des similitudes là où l'autre en fait pêche par prétention. Mais bon, c'est un peu le péché originel des Harkonnen, la prétention. Oui, complètement. Et d'où l'intérêt de voir quand même la première partie avant la deuxième. C'est vrai que sinon, on passe à côté de, de choses, quand même, de petits détails. C'est quand même dommage. Bon, après, on aurait plein de choses à dire encore dessus, mais on va peut-être être obligé de conclure. Je vais vous laisser aussi aller voir la vidéo de montée de Linguisticae sur sa chaîne YouTube. Je vous colle le lien dans le chat parce que en fait cette vidéo est très intéressante sur la conception des langues et le fait que Villeneuve place plus son dune dans une opposition nord-sud géopolitique que est-ouest à l'époque où Herbert l'a placé, où Herbert il l'écrit quand même en plein pendant la guerre froide. Donc, et ce parti pris en fait du créateur des langues de ne pas faire appel à l'arabe pour créer la langue fremen alors que Herbert avait vraiment fait appel aux langues arabes. Donc voilà, Montée de linguistique l'explique beaucoup mieux que moi, ses manquements et ce que ça implique. Et je trouve cette vidéo très 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 intéressante et je vous la conseille très fortement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve, évidemment. Moi, je ne saurais que vous dire que cette œuvre efface totalement celle de Lynch.
Oui, En- mais même Lynch ne veut plus en parler. Ben non, et de toute Il façon, il l'a l'assume signé pas. à Alan Smithy, donc il l'a absolument pas assumé. Pour lui, ce film n'existe pas. D'ailleurs, ce film n'existe pas. Il faudrait que, comme par claquement de doigts, toutes les copies et le souvenir dans les têtes disparaissent. Après, il y a la série. Il y a eu aussi une adaptation sous la forme d'une série qui est Oui, pas si mal. ah, mais canado-germano-italienne, je crois. Au début des années 2000, qui en trois téléfilms d'1h20 s'est concentré sur Dune. Et aussi derrière une mini-série, Les Enfants de Dune. Alors, ça se fait Dune plus le Messie de Dune, les trois premiers. Et ensuite, il y a une deuxième mini-série en trois épisodes qui se concentre sur Les Enfants de Dune, qui est le troisième tome du cycle de Dune. Et Voilà. qui est bien construite, Qui est plutôt pas qui est mal, ouais, qui est intéressante. vraiment Mm. et qui apporte d'autres éclairages et qui rend hommage au costume pensé par Möbius pour le Dune de Jodorowsky qui n'a jamais vu le jour. Voilà, merci de nous avoir suivis sur cette critique de Dune deuxième partie de Denis Villeneuve. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la cloche, tout ça pour être tenu à jour des prochaines vidéos de critique cinéma sur